Allez, la suite, maintenant qu'on est de retour de la pause, c'est la Guinée. En Guinée, de nouvelles interpellations ont eu lieu dans le cadre des enquêtes sur les violences autour de la présidentielle du 18 octobre dernier. 4 personnes au moins des opposants ont été entendues séparément par les policiers. Et ces personnes figurent parmi les 6 personnes activement recherchées. 4 opposants guinéens ont été interpellés donc lors d'une vaste opération d'arrestation et d'interrogatoire sur les violences autour de la récente présidentielle. Les 4 hommes étaient activement recherchés. L'opposition dénonce une opération visant à la museler et à faire oublier le coup d'État électoral auquel s'est livré, selon elle, le président Alpha Condé. Vivien Tomi, après avoir obtenu ce 3e mandat très controversé, décidément, Alpha Condé n'est pas dans la même logique qu'Alassane Ouattara. Lui, il est plutôt dans une logique de fermeté, on dirait. Mais en fait, c'est la même pratique parce que, en réalité, tous ces nouveaux leaders qui étaient en réalité des opposants aux anciens régimes, qui sont devenus aujourd'hui présidents et qui ne veulent pas lâcher le fauteuil, prennent du plaisir d'abord à se faire réélire et après, maintenant, à régler les comptes. Alors, chacun a sa stratégie. Chez Alpha Condé, il s'agit de dire ce n'est pas moi, c'est la justice qui fait son travail. Ils ont eu à poser des actes, ils doivent répondre. Mais on sait tous que du moment où ces acteurs sont de l'opposition et ont eu effectivement à agir contre cette élection, contre ce énième mandat de M. Condé, cela s'apparente plutôt à un règlement de compte. Aujourd'hui, ce qu'on aurait voulu, c'est que Alpha Condé appelle plutôt à l'apaisement, appelle à un dialogue franc et commence effectivement par poser des actes de réconciliation. Mais quand on continue par arrêter ou vous faire fuir ses opposants, il y a un problème. Il y a un opposant guinéen qui disait la dernière fois, si au moins on nous convoquait dans les normes, nous allons répondre parce que nous n'avons pas peur de répondre. Mais on ne veut pas nous convoquer dans les normes. Mais on veut plutôt, nous intimider. Deuxième chose, nous faire prendre la fuite. Et maintenant, on nous arrête. Je crois qu'aujourd'hui, Alpha Condé, qui a été longtemps un opposant bien aimé par les jeunes africains. Les opposants sont toujours très aimés. Mais malheureusement, c'est à l'exercice du pouvoir que... M. Condé est arrivé sur le campus à Conakry et il y a des jeunes étudiants qui ont crié sur lui. On dit, mais toi qu'on pensait tu étais un modèle, on rêvait d'être comme toi, mais là tu nous as déçus. Et M. Condé dit, si c'est ça, je ne suis pas la distribution des ordinateurs qui étaient prévus pour vous, ce qui est ridicule. Aujourd'hui, il faut comprendre que le pouvoir, c'est un virus. Quand vous rentrez dedans, cela vous prend. Et puis, bon, on a comme l'impression qu'on oublie ces valeurs qu'on défendait avant quand on était dans l'autre camp. Et si M. Condé mène la vie dure à l'opposition, je ne suis pas sûr au niveau international qui soit bien vu. Et plus encore, il n'y a pas que la présidentielle. Il y a encore d'autres enjeux qui sont là. Mais que l'opposition aussi fasse un effort pour arriver quand même à s'imposer ou à imposer un dialogue. Parce qu'il y a la CEDEAO, il y a des institutions internationales, il faut faire appel. Monsieur Condé était notre médiateur au Togo. Il faudrait qu'on lui désigne aussi un médiateur pour régler ses problèmes avec ses opposants. Si Germain Poulissi, Alpha Condé, en tout cas le régime d'Alpha Condé procède à ces arrestations, ces interpellations, c'est parce qu'il est sûr aujourd'hui d'avoir entièrement le contrôle de la situation? Oui, je pense que il a malheureusement toujours eu le contrôle de la situation. Parce qu'on a vu dans quelles conditions la Constitution a été modifiée en Guinée. On a eu des dizaines de morts dans ce processus de modification de la Constitution qui ouvrait un 3e mandat. Et puis on a vu un peu pendant le processus électoral. Donc aujourd'hui, on parle d'une vingtaine de morts après l'élection. L'opposition parle d'une 50aine. Mais
Toujours est-il que la situation aujourd'hui est sous contrôle, qui a le pouvoir donc à l'appareil de l'État, à même la justice, parce que la justice poursuit ses opposants-là, avec des chefs d'accusation du genre qu'ils ont posé des actes qui troublent l'ordre public et un certain nombre de choses. Il y a même la CPI qui avait prévenu les acteurs politiques guinéens et que les actes, les appels ou les incitations à des comportements pourraient aussi leur valoir leur comparution devant la CPI ou devant les tribunaux d'un Guinéen. Donc je pense que c'est la menace, elle est là. Aujourd'hui, il s'agit de faire en sorte que l'élection soit totalement évacuée et que les contestations n'entrent pas dans un cycle de violence qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc la justice est mise à contribution avec des arrestations que l'opposition dénonce. La réalité, c'est que le président Alpha Condé maîtrise tout l'appareil de l'État, à commencer par les militaires, et finalement la justice guinéenne aussi. Là, on parlait de l'erreur de l'opposition ivoirienne. Je pense qu'en Guinée aussi, nous assistons à la même chose. Et on semble accuser facilement les pouvoirs, mais en même temps, nous n'avons pas de bonnes oppositions en Afrique. On n'a que des opposants qui savent envoyer des citoyens dans la rue et dans l'affrontement, et qui n'ont plus d'autres idées, qui n'ont plus d'autres stratégies pour lutter contre la ruse du pouvoir en face. Ou quand le pouvoir utilise certaines lois, qu'eux puissent utiliser d'autres stratégies. On n'en voit pas tellement. Aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez dit, les opposants vivent un sale temps en Guinée. Mais je crois que depuis quelques mois, c'était déjà la situation. Maintenant que l'élection est passée, je pense qu'il faut vite refermer la page. Il faut peut-être aussi dans ce pays penser aussi à un rajeunissement de la classe politique. Parce qu'on assiste à la présence des mêmes figures. Donc depuis Lansana Conté, alors même que Alpha Condé, c'est depuis Sékou Touré qu'il était opposant. Et donc, on ne voit pas de nouvelles figures. Même si on a connu des candidatures à cette élection assez, j'allais dire, extraordinaires, plusieurs candidatures féminines, entre autres. Mais le débat politique reste largement dominé par les mêmes acteurs politiques et de la société civile. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'Alpha Condé, lui, ne recherche pas l'apaisement? Non, mais je ne peux pas dire qu'il ne recherche pas l'apaisement. Je crois que c'est surtout parce qu'il recherche au contraire l'apaisement qu'il procède ainsi. Parce que, vous savez, oui, en arrêtant les opposants, parce qu'il n'y a pas meilleure façon de se défendre que d'attaquer. Vous savez, c'est une stratégie qu'on observe souvent sur les terrains, qui est conseillée souvent sur les terrains de jeu. Mais là, on est sur le plan politique. Et puis, c'est devenu pratiquement du temps parce que cela s'est vérifié dans un certain nombre de situations que lorsque vous vous contentez à vous défendre, vous finissez par avoir un but. Oui. Donc, je crois que ce que Condé fait aujourd'hui, c'est une stratégie planifiée de longue date. C'est-à-dire qu'après le scrutin, on va donner du grain à moudre à l'opposition, mais lui donner du grain à moudre autrement. C'est-à-dire en les pourchassant. Comme ça, on les empêche de s'organiser pour revenir à la table. Parce que vous savez que c'est... Mais là, vous confirmez, par exemple, ce que disait Cellou Dalein Diallo. Il y a une volonté de décapitation de l'opposition. Absolument, c'est exactement c'est ce que je dis. Parce que maintenant qu'il s'installe, il va commencer à habiter maintenant le cœur de son troisième mandat. C'est-à-dire, il a déjà il a gagné, en tout cas à sa manière. Maintenant, il va se retirer pour exercer le pouvoir. Mais il faut qu'il exerce ce pouvoir-là dans la tranquillité. Mais j'espère que vous dénoncez quand même le fait... Mais bien sûr, je suis en train d'expliquer. Non, mais du tout. Je suis en train d'expliquer parce que c'est planifié. Okay. Il attendait à le faire. Ce n'est pas que c'est par hasard qu'il met la police dans la rue pour chasser les opposants. C'est justement pour
qu'ils jouissent maintenant confortablement, jouissent en toute sécurité de ce mandat, parce que ceux qui l'empêchent de dormir, c'est ceux-là qui sont pourchassés, ce ne sont pas ses partisans. C'est-à-dire ceux qui vont l'empêcher, ce sont ceux-là qui le pourchassent. Et je l'ai dit que la meilleure façon dans ce cas-là de dissuader ces opposants-là, c'est de leur donner la chasse, les empêcher de s'organiser pour encore remettre une nouvelle couche de contestation. Et il a enchaîné immédiatement. Vous savez, c'est juste après le scrutin qu'il a commencé à donner la chasse aux opposants. C'est prémédité, ce n'est pas par hasard, mais je crois que... Et puis cela, généralement, vous devez le constater, ça se passe un peu partout dans les pouvoirs qui sont parce en but que ça peut radicaliser aussi l'opposition, oui, et ça peut mettre le pays en conflit. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, radicaliser l'opposition, comme il faut, pour que l'opposition se radicalise, il faut qu'elle ait les moyens, il faut qu'elle ait de l'espace à l'intérieur du pays pour s'enraciner et ensuite partir à l'assaut. Mais aujourd'hui, ce que Condé fait, c'est justement de les empêcher même de dormir dans leur maison, de rassembler leurs partisans, d'emmener les gens dans la rue et d'organiser la contestation qui, pendant longtemps, a quand même troublé le sommeil et il a appris de cette histoire-là et il ne veut pas que cela se passe ainsi pour son troisième mandat. C'est certainement un dernier mandat, et ce mandat-là, je crois, il a l'ambition de le passer avec un peu plus de calme qu'il a passé le deuxième mandat, et je crois qu'il a commencé immédiatement à donner de la chasse pour avoir les coups franchis. Et du côté de l'opposition, est-ce qu'il n'est pas devenu aussi un peu trop faible à force d'avoir usé toutes ces cartes? Parce que vous avez vu l'appel à la journée ville morte de lundi a été pratiquement très ignoré. Morose, oui. Et vous avez également le FNDC, le Front National de Défense de la Constitution, qui dit réfléchir au moyen de relancer la pression. On sent une opposition essoufflée. L'opposition, elle est effectivement affaiblie. D'abord par ses propres pratiques. Si vous prenez d'une façon générale, pas seulement en Guinée, en Afrique, avant, quand les opposants lançaient les mots d'ordre de marche, de meeting, le service de renseignement dans tous les pays, le service de renseignement était aux aguets. Le service de renseignement ne dormait pas. Et je me rappelle qu'au Togo, quand on dit il y aura marche dans 2 semaines, il faut voir tout ce qui est déployé comme sécurité, il faut voir tout ce qui est fait comme tractation. Mais à force de répéter, de vulgariser, de banaliser les marches, on finit par habituer le pouvoir à ces marches-là et ça ne donne plus rien. Donc ce n'est plus tellement un moyen de pression. Vous connaissez la chanson. Il faut effectivement avoir la pression de la rue et mettre effectivement des revendications sur la table. Mais la rue aujourd'hui, dans beaucoup de pays, comme en Guinée, les gens sont fatigués. Alors, première chose. Seconde chose, l'opposition, à force de demeurer trop dans l'opposition, s'essouffle économiquement, ce qui fait que on appelle à des actions, mais on n'a pas les moyens matériels et financiers pour pouvoir accompagner ces actions-là. On appelle juste à la bonne volonté du citoyen. Or, il est temps que le citoyen aussi trouve un peu matière à être effectivement volontaire et à continuer les actions. Dans certains pays, quand on organise les marches, on distribue de la nourriture, on distribue de l'eau au moins à ceux qui sont dans la rue. On les déplace d'un point à un autre point. Bon, aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, on commence par faire le transport import-export, comme on le dit, ce qui était avant l'apanage des partis au pouvoir, qui est devenu maintenant une façon de faire les choses. L'opposition n'a même plus, effectivement, de nouvelles stratégies. Et Chris disait tout à l'heure que on sent, c'est Chris ou bien Germain, on sent quand même qu'il faut rajeunir la classe politique de l'opposition. On sent les mêmes pratiques avec pratiquement les mêmes personnes. Et dans les pays où c'est un opposant qui est devenu président, la tâche est encore plus difficile. D'autant plus que le président ancien opposant connaît les stratégies, connaît ses collègues, il sait comment les gens réfléchissent et tout de suite on arrive à les contrer. Aujourd'hui, il est important de faire les états généraux de l'opposition dans beaucoup de pays africains pour voir concrètement nos partis d'opposition comment nous
les conduisons et qu'est-ce que nous voulons faire pour la paix, pour l'alternance, pour le changement dans nos pays. Comment changer de stratégie? Ce n'est pas avec une marche d'une journée qu'on peut faire tomber un régime. Il faut beaucoup de stratégies. Et je crois qu'en cela, les oppositions, d'une façon générale en Afrique, pêchent à ne pas réfléchir, à ne pas faire des rencontres pour plancher sur le sujet et avoir aussi à associer de nouvelles idées venant de nouvelles personnes, notamment de la jeunesse, pour pouvoir donner du neuf au pays comme la Guinée. Cellou Dalein Diallo, il a pris part à la présidentielle. Il est revenu avec un score d'un peu plus de 33%. Aujourd'hui, on peut considérer que lui, puisqu'il était premièrement dans une logique, il était aux côtés du FNDC, donc dans une logique de boycott, avant de faire un virage à 180 degrés. C'est tout ça qui le décrédibilise aussi un peu? Non, je pense que le fait qu'il soit candidat n'est pas une mauvaise chose. On parlait tout à l'heure de l'exemple du Sénégal, où Macky Sall aussi a fait pratiquement la même chose. Cellou aussi, il faut dire, à la veille de ce scrutin, il a fait un tour à Dakar, où il a rencontré les militants de son parti là-bas. Je crois que lui, au moins, il a voulu faire un peu comme au Sénégal. Sauf que les réalités, peut-être guinéennes, sont un peu différentes. Les autres leaders ne l'ont pas accompagné. Ouais, c'est souvent comme ça. Oui, les autres leaders, parce qu'eux, ils prennent le boycott, Ouais. ils n'ont pas. On l'a même traité de traître. Voilà. Ouais. Donc, mais je crois qu'un homme politique qui boycotte une élection, et les grands hommes de la Côte d'Ivoire, Bédié, Nguessan l'ont appris, c'est pas parce qu'ils ne vont pas à une élection qu'elle n'est pas reconnue. On l'a vu aussi au Togo en décembre 2018. Les gens ont cru que si on ne voit pas le nom de leur parti comme candidat, c'est que les législatives n'ont pas de poids. Donc c'est se tromper. Il n'y a aucune loi électorale qui dit que telle personne ou tel parti politique doit être dans la course à une élection avant qu'elle soit valable. Donc, ces opposants qui boycottent les élections doivent réfléchir. Soit ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas gagner, mais s'ils ont de grandes chances de gagner, je crois qu'il faut aller essayer donc de battre le candidat généralement du pouvoir et essayer donc de vendre un vrai programme et d'avoir les moyens de ces ambitions-là. Qu'il l'aille ou pas, je crois qu'Alpha Condé était suffisamment organisé pour obtenir ce résultat-là. Les autres qui n'ont pas son poids, c'est vite fait pour eux de dire qu'ils ne vont pas. Parce que même s'ils allaient, ils ne peuvent pas avoir les 30 et quelques %. Ils n'ont pas cette popularité. Mais lui, il sait qu'il a une certaine popularité et que si le peuple, à un moment, se dit on n'est pas d'accord pour un opposant qui arrive pour faire 2 mandats et qui veut faire 3 mandats, en ce moment, Cellou peut profiter de cet éveil-là. Mais malheureusement, ça n'a pas pris en Guinée, où les problèmes ethniques sont un peu plus renforcés. Et donc, ça fait que Alpha Condé aussi a su jouer sur les différentes ethnies qu'il y a en Guinée, où le message politique n'est pas le plus essentiel, mais qu'il y a d'autres réalités qui jouent dans une élection. Mais je pense qu'il a fait le bon choix d'aller à cette élection malgré les critiques, parce qu'il ne peut pas avoir le pouvoir autrement que par les urnes. D'accord. Donc, il est obligé d'aller à l'élection. Alpha Condé donc est parti pour un 3e mandat, et ce 3e mandat, c'est un mandat de 6 ans. Ça va être 6 ans de musellement de l'opposition? Oui, de toute façon, il va. C'est-à-dire que l'opposition guinéenne, comme l'opposition ivoirienne en ce moment, est dans les cordes. C'est-à-dire avec quelques étoiles dans les yeux. Parce que lorsque vous perdez une élection comme ça, c'est comme toute autre bataille. Hein. Lorsque vous perdez, il faut de nouvelles énergies pour se relever. Parce que se relever dans le chaos, c'est une situation très difficile. Et je crois que c'est cette situation que l'opposition guinéenne vit en ce moment. Le temps de se relever, le pouvoir en place va encore se réorganiser, se maintenir son cap. Je crois pendant les 6 ans à venir, parce que au bout de 6 ans,
Condé, on ne sait pas, il est vieux quand même. Oui, Il faut le À la fin rappeler. du mandat, il aura 88 ans. 88 ans, ce qui n'est pas donné. On ne sait pas s'il peut finir ce mandat. Vous-même savez qu'en ce moment, quelqu'un se porte bien aujourd'hui, demain ou bien 2 semaines, vous apprenez qu'il n'est plus. Donc on ne peut présumer de rien. Voilà. Donc je crois qu'il entend en tout cas se maintenir assez longtemps au pouvoir. Lorsque, si jamais il laissait le pouvoir, et même aujourd'hui admis, convoqué, je ne sais devant quelle juridiction internationale, on le trouverait de toute façon trop vieux pour qu'il subisse un jugement qui va durer, je ne sais pas combien d'années. Donc au moins pendant ces 6 ans-là, il se donne du temps. Si la mort ne le rattrapait pas entre-temps, de toute façon... Non, il va faire ça pendant un moment et après, il va essayer de prendre certains opposants avec lui et voilà, travailler. La pause, et puis on va revenir après donc pour notre dernier sujet.